Bonjour à tous ceux qui sont déjà en ligne avec nous. Bienvenue dans ce web séminaire organisé par le cabinet de conseil en performance Layton et en partenariat avec France Digital. Je suis Gilles Delafont, journaliste et votre animateur cet après-midi. Donc, comme vous le savez, nous sommes réunis autour d'une question. Et cette question, c'est l'innovation. Comment innover durablement lorsqu'on est une société à impact, une start-up de l'économie sociale et solidaire? Qu'est-ce qui précisément relève de l'innovation dans mon activité? Comment puis-je obtenir les financements dédiés? Quels sont les obstacles à éviter? Alors, l'économie sociale et solidaire, on l'oublie, mais c'est d'abord de l'innovation pour une meilleure prise en compte des problématiques socio-économiques et des problématiques environnementales. Ce sont donc des réponses nouvelles à des besoins sociaux ou écologiques existants. Mais la R&D, le crédit impôt recherche, souvent ça paraît inaccessible pour la plupart d'entre vous. Donc l'objectif de ce séminaire, c'est précisément de vous donner accès à une vue d'ensemble des leviers disponibles pour financer les différentes typologies d'innovation. Alors pour intégrer en fait ce que vous faites aux dispositifs d'aide existants. Alors, pour creuser ce sujet, différents invités, vous allez le voir, nombreux invités, dont la diversité offre en fait une vue assez complète du secteur. Donc, parmi nos invités, tout d'abord, deux institutionnels. Salvatore Serravalle, directeur de cabinet de la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, Olivia Grégoire. Salvatore, bonjour, je crois qu'il n'est pas encore avec nous, mais ce n'est pas vraiment un souci parce qu'il va intervenir un peu plus tard dans le déroulé de ce web séminaire. Je suis bien Mais, présent, si vous m'entendez. ah, il est là. Voilà, je vous écoute, je vous Eh entends. bien, bonjour Salvatore et Bonjour, bienvenue merci, parmi nous. merci. Parfait. Très bien, très bien, très bien. J'accueille également Philippe Bernard, médiateur des entreprises, délégué innovation. Philippe, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Philippe, parfait. Nous avons également deux témoins qui traitent au quotidien ces sujets. Estelle Delahaye, qui est chargée du portefeuille Impact, Innovation sociale et durable chez France Digital. Estelle, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Estelle, voilà. Et Florent Desrouville, à qui l'on doit d'ailleurs ce séminaire, manager en financement de l'innovation chez Layton. Florent, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Florent. Enfin, nous allons avoir également le retour d'expérience, et c'est peut-être ça le plus intéressant, celui de 4 startups innovantes de l'économie sociale et solidaire qui sont avec nous pour retracer leur parcours. Alors, pour les représenter, d'abord Nelly Plus d'Equity, une Bonjour plateforme Gilles. méthodologique responsable pour la durabilité de la relation client-fournisseur. Nelly, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour à Bonjour Nelly. tous. Nelly, qui vous voyez, a une très jolie chemise aux armes d'Equity. Elle nous expliquera pourquoi, parce que cette chemise a une raison d'être. Nous avons également avec nous Alain Assouline de WF3, une école inclusive pour l'enseignement disruptif. Alain, bonjour. Bonjour Gilles, alors c'est WebForce 3. Ah, WebForce 3, ok. Merci Alain. Nous avons également François Toussaint de Phoenix, premier développement expérimental de la revalorisation des déchets. François, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour tout le monde. Eh bien voilà. Bonjour, bonjour. Nous avons aussi Fabien Robineau de Tribe, programme de transformation des organisations liées à l'intelligence collective. Fabien, bonjour. Bonjour à tous. Et voilà Fabien. Il y a un monde fou dans les locaux de Layton, c'est incroyable. Bon, bienvenue Fabien. Alors, comme vous le voyez et comme je le précisais, nous sommes extrêmement nombreux. Donc, je vais demander à chacun des interventions courtes, des interventions précises, afin que tout le monde puisse s'exprimer, voire échanger, et surtout que dans la demi-heure, nous puissions prendre des questions des différentes personnes qui assistent actuellement à ce web séminaire. Je n'ai pas le comptage exact sous les yeux, mais sachez qu'il y avait une soixantaine d'inscrits à ce web séminaire. Alors, avant de demander à chacun de vous, notamment nos différents start-upers, de présenter son activité, je vais passer brièvement la parole à Françoise Audelan, que je n'ai pas encore présentée et qui nous a rejoint pour un bref moment parce qu'elle a un emploi du temps très chargé. Françoise Audelan, elle est responsable du pôle acheteur, charte et label en charge des sujets économie sociale et solidaire, ainsi que le développement responsable à la médiation. Françoise, vous êtes avec nous.
Oui, bonjour. Bonjour Françoise. Voilà. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est que vous puissiez nous dire un mot des actions de la médiation dans ce type de secteur. Quelles sont les actions de la médiation dans le secteur de l'économie sociale et solidaire? Oui, alors tout d'abord, la médiation des entreprises dans son rôle de réparation et strictement dit de médiation est ouvert à tous. Hein, donc, on peut également être saisi par des acteurs de ce secteur de l'économie pour les accompagner à régler un différend avec un de leurs partenaires. Donc ça, c'est quand même le cœur de notre activité avec une soixantaine de médiateurs délégués. Ensuite, on s'est ouvert depuis 2014 et c'est Philippe Bernat qui porte cette mission-là à l'innovation. Donc, comme vous l'avez dit, c'est cœur de métier par rapport à ce secteur d'activité. Et puis moi-même, je suis en charge en fait d'accompagner les acteurs économiques, alors qu'ils soient du secteur privé ou public ou de l'économie sociale et solidaire, sur un parcours d'excellence achat. Alors, on a déjà un certain nombre d'acteurs de cette économie qui ont signé la charte, quelques-uns qui se préparent à candidater au label. Le label Relations fournisseurs et achats responsables est un dispositif qui fait partie de la RSE, puisqu'il est adossé à une norme internationale ISO 20400, elle-même qui est une déclinaison de ISO 26000, qui est la norme mère en matière de RSE. Et donc, en fait, le principe de ce dispositif, c'est dire on rentre dans la RSE par les achats. Tout le monde reconnaît en fait que ce référentiel leur permet de structurer leur démarche. Et donc, on a un certain nombre de critères qui vont aider l'organisation elle-même candidate à améliorer ses pratiques. Et il va y avoir un effet d'entraînement sur la chaîne d'approvisionnement. Parce que qui dit achat, on peut commencer par scruter ses propres pratiques d'achat, mais il y a un moment où on va faire attention aussi à ses partenaires, à ses fournisseurs, donc à ses prestataires. Donc, il va y avoir des critères sur comment faites-vous du sourcing responsable. Et c'est là que ceux qui vont pouvoir avoir une politique en faveur des entreprises de l'économie sociale et solidaire vont marquer des points. Comment est-ce que dans vos cahiers des charges, vous mettez des critères qui sont favorables sur les thèmes environnementaux et sociaux. Et donc là, on va peut-être pouvoir dire il faut qu'il y ait un certain nombre d'heures d'insertion pour réaliser mon marché. Hein, c'est un exemple. D'accord. Donc, ça va être deux critères qui sont encore à la main de l'acheteur. Et puis, le troisième, ça va être est-ce que vous valorisez la performance RSE de vos fournisseurs? Et c'est là où on va, j'irai avec la combinaison de ces trois critères, commencer à impacter la chaîne d'approvisionnement et donc donner leur place à ces acteurs de l'économie sociale et solidaire et à l'innovation. D'accord, mais la médiation, elle fait quoi pour eux? S'ils ont un problème, si ça se passe mal, s'ils ne comprennent rien, ils peuvent vous saisir. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, alors en fait, il y a deux choses. C'est soit ils ont une difficulté, ce qu'on appelle un différend, c'était ce que je voulais présenter tout à l'heure avec notre activité de médiation, soit moi, je suis plutôt dans la partie des bonnes pratiques et de l'accompagnement. Donc voilà, donc le verre qui est plutôt à moitié plein dans mon cas, et donc de les accompagner, de leur faciliter, de leur donner des outils. Voilà, donc c'est soit de l'accompagnement humain, soit c'est parce que ils sont rentrés dans une communauté et je vais tisser les liens, les mettre en relation avec d'autres, faire du benchmark. Voilà, donc on a ça. On a aussi un centre de ressources documentaires sur un site www.rsar.fr, qui est l'acronyme de Relations fournisseurs et achats responsables. Et je vous conseille l'onglet publications où vous avez plein de recommandations et plein de bonnes pratiques. Eh ben, bravo, Françoise. De l'humain, des outils, de communauté. Voilà. Bravo Françoise, voilà qui est fait, voilà qui est bien présenté. Voilà ce que la médiation peut pour ceux qui veulent un verre à moitié plein. Hein, attention, hein. Après on va faire le verre à moitié vide. Hein. Bon, alors, on va attaquer tout de suite, mais avec un sujet qui précisément, vous avez parlé des fournisseurs, de la relation client-fournisseur. Premier retour d'expérience, on va commencer avec Nelly Plus. Nelly, est-ce que vous êtes là? Oui, je vous vois. Voilà. Donc, Nelly, déjà, mais alors vraiment en quelques phrases, expliquez-nous ce que fait Equity.
Eh bien, ce que fait Equity, c'est exactement ce que vient d'expliquer Françoise. C'est une solution pour faire du sourcing responsable. Et j'ai eu l'ambition, quand j'ai vu la naissance de la charte relations fournisseurs responsables il y a 10 ans, j'ai eu la folle idée, il y a 5 ans, de créer Groupe Equity pour justement rééquilibrer la relation client-fournisseur en ayant intégré l'ensemble des principes évoqués par Françoise, c'est-à-dire les 168 points de contrôle, dans une cartographie des risques complètement inédite. Donc, c'est une solution tiers de confiance qui répond à la double problématique, à la fois côté client grand compte, pour faire face au durcissement de la réglementation, loi LME, Sapin 2 et surtout là maintenant le devoir de vigilance, mais aussi et surtout notre écosystème de TPE, PME, notamment dans le numérique, qui porte l'expertise et l'innovation et qui finalement sont confrontés à un problème de visibilité et de déséquilibre dans la relation parce que leur position d'entrepreneur n'est pas souvent, ils sont souvent malmenés, n'est pas souvent reconnus. Et il faut rééquilibrer tout ça. Voilà ce qu'est le Groupe Equity. Merci. Donner du sens, créer de la valeur dans une démarche d'amélioration continue et durable, tels les grands principes du label, dont nous sommes d'ailleurs détenteurs du label Relations fournisseurs achats responsables au ministère de l'économie et des finances. Merci beaucoup Nelly. C'était clair, c'était précis, c'était concis. Merci. Alain Assouline, parlez-nous de WebForce 3. Qu'est-ce que vous faites? Alors, WebForce 3, c'est un réseau d'écoles qui forment au métier du numérique, aux métiers en tension, ceux qui sont en tension dans le numérique, et ils le sont presque tous, avec cette idée que lorsque des métiers sont en tension, alors il y a plus de chances pour permettre à des personnes qui ont décroché ou qui sont sorties du système ou qui sont en reconversion de trouver un emploi. Donc nos formations sont des formations courtes, intensives, avec un objectif, c'est le retour à l'emploi immédiat. Voilà, on a formé à peu près 6000 personnes maintenant depuis que j'ai créé l'école en 2014, qui étaient toutes des personnes, soit des quartiers populaires, soit des personnes en recherche d'emploi, soit des seniors. Vous savez, dans le numérique, les seniors, c'est à 45 ans, 50 ans que ça commence, que nous avons pu former de façon à ce qu'ils puissent retrouver un emploi. Et puis, dans ce cadre, on a aussi répondu à des appels à projets, vous savez, du plan d'investissement dans les compétences, le PIC 100% inclusion. Et nous sommes, alors on en a fait quelques-uns par le passé, mais en ce moment, on est concrètement sur 2 projets. Il y en a un qui consiste à aller chercher des jeunes de 16 à 25 ans dans les quartiers prioritaires et de les amener au-delà, à travers un parcours de 200 heures, à travers des ateliers, à choisir la formation qu'ils veulent faire et à leur permettre de trouver l'entreprise et à rentrer en apprentissage dans ces métiers-là. Et ensuite, un deuxième projet qui démarre, qu'on a lancé avec la GFIP, qui consiste à aller là aussi à former 500 personnes en situation de handicap en 2 ans, avec pareil du coaching, un parcours préparatoire pour les amener dans des formations qui va leur permettre de trouver un emploi dans les métiers du numérique. Parfait, merci Alain. François Toussaint, Phoenix. Qu'est-ce que Phoenix, François? Alors, nous, on va adresser un sujet assez différent. On s'intéresse au gaspillage alimentaire, en particulier en France. Il faut savoir que le gaspillage alimentaire en France, à peu près 10 milliards de tonnes de produits qui sont jetés. Ça représente 16 milliards d'euros par année. Et ça va de la fourche à la fourchette, comme on dit, donc depuis la production jusqu'à chez nous. Et on a un pacte national en France qui veut réduire ce gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2025. Et en fait, Phoenix s'inscrit dans cette logique. Ça a été créé en 2014. Et nous, en fait, on va travailler sur la réduction du gaspillage alimentaire au niveau de la distribution, donc en particulier les supermarchés. Et donc, nous, ce qu'on cherche à éviter, c'est qu'un produit invendu, donc un produit qui est dans les rayons, finisse à la poubelle.
Et pour cela, on met en relation avec des chaînes logistiques un peu innovantes, les supermarchés d'une part, ou autres producteurs qu'on va qualifier d'émetteurs de produits alimentaires. Et de l'autre côté, on va mettre des récepteurs qui sont souvent les associations alimentaires de type Restos du Cœur, Banque alimentaire, etc. Et donc, nous, si on zoome un petit peu, nous, le travail principal qu'on fait, ça va être de proposer de mettre en place des logistiques de dons où le supermarché va donner des produits, des produits invendus à l'association, des produits qui sont parfaitement en bon état, consommables, etc. Et donc, nous, voilà, ça, c'est un peu notre mission principale. Et en fait, pour vous donner une idée, nous, en fait, on regarde évidemment le chiffre d'affaires, mais on a aussi des éléments d'impact qu'on suit en particulier. Et donc, en 2019, par exemple, on a réussi, via ces chaînes logistiques, à éviter 14 000 tonnes de déchets. Alors, c'est une goutte d'eau par rapport au volume que je vous ai annoncé tout à l'heure, mais ça représente à peu près, en équivalent repas, 28 millions de repas. Donc, on a des indicateurs non financiers qui nous servent un peu à mesurer l'action que l'on fait chez Phoenix pour, voilà, encore une fois, réduire le gaspillage alimentaire. Merci beaucoup, François. 14 000 tonnes de déchets, 28 millions de repas. Ouh. Fabien Robineau de Tribe, racontez-nous un petit peu ce que fait Tribe. Merci Gilles. Une petite précision, en fait, c'est Tribe & Co et on tient beaucoup au & Co parce que Tribe, c'est toute la notion d'animation tribale, d'innovation tribale. Quels sont les mécanismes qui permettent de travailler intelligemment ensemble sans passer par les éternels tableaux que nous utilisons par ailleurs au quotidien. Et puis le & Co, il attire l'attention sur tout ce qui commence par co-design, co-construction, co-business, collaboration et ainsi de suite. Voilà. Et donc notre métier, en fait, c'est de travailler là pour le coup de façon assez spécifique et très différente de ce qu'on a entendu jusque-là. Et je pense que je comprends pourquoi Florent nous a conviés au même titre que les autres intervenants. On intervient sur des très très gros systèmes. Ce sont en général, nos clients sont des entreprises du CAC 40 pour simplifier, et elles nous apportent des problématiques d'extraordinairement grande envergure, dont le niveau de complexité fait qu'on est très rapidement enclin à mettre de côté les leviers les plus difficiles à activer et pourtant les plus essentiels parce que toutes les entreprises avec lesquelles on travaille sont assez convaincues du fait que le monde sera responsable ou ne sera pas. Hein, donc je crois qu'on a dépassé le cynisme général dans lequel on avait pu grandir il y a quelques décennies. Notre marque de fabrique, c'est d'apporter finalement une lecture au travers de 4 empreintes complémentaires et distinctes. L'empreinte marché, l'empreinte people, je le fais assez rapidement, l'empreinte système de production et l'empreinte système ou profil économique de l'entreprise et d'établir les mécanismes qui permettent de dire ou non si cet ensemble est cohérent avec la raison d'être et finalement est-ce qu'on veut être sur nos marchés via nos people et de nos partenaires. Pour activer ça, on a effectivement un besoin d'articuler extraordinairement rapidement et de façon complètement systémique la réflexion stratégique et la mise en œuvre, et dans des cycles extraordinairement courts. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Layton a pensé à nous. Et par ailleurs, alors si je devais le solliciter, on est effectivement très proche d'un certain nombre de grandes associations et de grands acteurs que l'on aide avec ces approches-là à façonner leur feuille de route avec des pédagogies, et j'en parlerai plus tard, j'imagine, en particulier. Oui, Fabien, donc convertir les entreprises du CAC 40 aux responsables et durables. Ouais, enfin, je vais être plus modeste que ça, Gilles. C'est les accompagner dans la mutation, dans la prise en charge de ce niveau de complexité, alors qu'ils sont déjà des systèmes extrêmement complexes. Je leur laisse facilité. Je travaille, voilà. Et on va dire ça comme ça. Bien. Merci, merci. Je m'adresse maintenant à Estelle Delahaye, Estelle de France Digital, qui est donc partenaire de l'organisation de ce web séminaire. Estelle, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis là. Eh bien voilà, Estelle. Et Estelle, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu à tous en quoi consiste au sein de France Digital votre activité de chargé du portefeuille Impact. Oui, bien sûr. Alors déjà, pour revenir sur France Digital, donc à la différence des autres intervenants, donc c'est une association de loi 1901 qui est en fait la plus grosse association d'Europe qui représente les startups et les fonds d'investissement du numérique. Donc, de créer des ponts en fait entre les acteurs, donc startups, investisseurs, pouvoirs publics ou grands groupes,
et de créer en fait des champions européens du numérique. Donc nous, on les accompagne pour se financer, que ce soit auprès de fonds publics ou privés, de créer des synergies business entre startups et grands groupes, de partager leur expérience avec d'autres startups. Et c'est surtout de porter leur message auprès des pouvoirs publics et favoriser, par exemple, l'accès à la commande publique, faire évoluer le cadre législatif en faveur de l'innovation, etc. Et parmi nos membres, en fait, on a plus de 300 startups et fonds d'investissement qui sont spécialisés sur l'impact, donc qui placent l'innovation au service des transitions écologiques et solidaires. Et donc, on a créé il y a 1 an le programme Impact qui vise justement à les accompagner spécifiquement dans leur développement, leur financement, etc., mais qui vise aussi à accompagner l'ensemble de l'écosystème numérique à une transition écologique et solidaire. Donc, on fait au travers de plein d'actions de sensibilisation sur nos événements, d'études, d'affaires publiques, etc., etc. Et en fait, dans ce cadre, un certain nombre de startups à impact nous ont fait remonter le fait que elles pensaient ne pas être éligibles au CIR ou au C2I parce que les innovations sociales ou environnementales ne sont pas de la R&D. Et donc, l'idée de ce webinaire, et on est ravis d'être partenaire avec Layton, qui sont experts sur le sujet, c'est justement de démontrer que si c'est possible et de leur fournir une méthodologie pour y parvenir. Voilà. Et donc, j'en profite d'ailleurs pour remercier Layton pour l'organisation de ce webinaire et on est ravis d'être partenaire. Merci beaucoup Estelle. Et donc, tout le monde a compris, si vous souhaitez vous faire aussi accompagner par France Digital et que vous êtes une société à impact, eh bien, c'est vers Estelle qu'il faudra vous orienter. Alors, Estelle l'a souligné, et c'est le cœur de ce web séminaire aujourd'hui, c'est la question de comment on peut être éligible au CIR, au crédit impôt recherche, c'est-à-dire comment on peut arriver à faire valider le fait que vos sociétés font de l'innovation et que cette innovation est éligible aux différentes aides d'État. Alors, pour justement aborder concrètement ce problème et son application, donc aux sciences humaines et sociales, Florent Dérouville, manager en financement de l'innovation chez Layton. Florent, peut-être un petit rappel, un petit exposé sur, pour tous ceux qui sont avec nous actuellement, que prévoient les textes pour être éligibles au CIR. Florent, c'est à toi. Merci Gilles. Alors, effectivement, les textes en fait prévoient 2 choses. Quand on parle de crédit d'impôt recherche, on va aussi avoir un deuxième outil, mais qui est associé, c'est le crédit d'impôt innovation. Donc, c'est des outils fiscaux qui viennent, qui ont vocation en fait à aider les entreprises innovantes qui font de la recherche à entreprendre, à prendre et à assumer une part de risque et les aider à prendre une part de risque qui est inhérent en fait avec une activité d'innovation. Et donc, pour le CIR, ça prévoit de pouvoir récupérer 30% des dépenses de recherche engagées. Et pour le crédit d'impôt innovation, 20% à condition d'être une PME au sens communautaire. Donc, ceci étant dit, c'est un dispositif fiscal qui est déclaratif et donc les sociétés doivent pouvoir analyser, interpréter ce qu'elles peuvent ou pas mettre dedans. Et donc, c'est là où effectivement, on le soulignait, les premiers problèmes peuvent commencer à rentrer. Ce que nous dit par exemple le texte sur le CIR, c'est que vont être éligibles au CIR 3 types d'activités qui vont être la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le développement expérimental. Ces définitions, on peut rentrer un peu plus dans les détails. La recherche appliquée vise vraiment à étudier des nouveaux phénomènes physiques, fondamentaux, comportementaux, sociétaux aussi. La recherche, mais sans application, on est vraiment dans de la science, des problématiques scientifiques pures. La recherche appliquée va utiliser ces nouvelles connaissances pour commencer effectivement sur des programmes à plus ou moins long terme, développer des potentielles applications. Et ensuite, le développement expérimental a vocation à développer, améliorer des nouveaux procédés, savoir-faire, via des améliorations substantielles. Et on est ici beaucoup plus proche du concret d'un marché, avec des développements qui peuvent être plus courts. Ceci étant dit, le CIR n'a pas de limitation scientifique. Il n'y a pas de domaine, de restriction de domaine. Il y a des règles qui sont définies pour tout type d'entreprise et qu'il faut respecter. Et donc, c'est avant tout, effectivement, quand on s'inscrit dans une démarche de recherche, c'est d'adresser, lever une problématique scientifique ou technique, de mettre en place, d'avoir les moyens et les compétences en interne pour l'adresser, et donc de répondre via une démarche itérative, de questionnement systématique, normée, maîtrisée, pour essayer d'adresser cette problématique et donc d'essayer de faire évoluer l'état des connaissances dans le domaine.
Donc, quand on dit ça, il n'y a pas de restriction sur les domaines, il y a quand même un mais. C'est-à-dire que ce mais, il vient sur les textes et les exemples qui sont quand même très orientés sur ce qu'on va appeler vulgairement les sciences dures, et donc les sciences, Philippe Bernard pourra rebondir dessus, sur très salle blanche. Et donc assez peu quand même sur les sciences humaines et sociales au sens large, même si la doctrine administrative prévoit quelques exemples, et notamment dans le domaine de la pédagogie, pour essayer d'illustrer ça. Et donc là où les sociétés vont souvent être confrontées à une difficulté, c'est où est-ce que j'arrive à mettre cette frontière, et est-ce que j'arrive à me positionner sur oui ou non c'est éligible, et ensuite quelle phase de mes activités et de mes travaux je peux mettre dedans. Puisqu'une fois qu'on travaille sur des sujets qui sont de la recherche, la question va être aussi quelles équipes, quelle phase du projet vont pouvoir rentrer dedans. Et donc, on le verra notamment au travers des exemples. En fait, il y a beaucoup de choses en fait, qui peuvent exister via le développement de procédés, le développement de nouvelles méthodes, le développement de nouvelles approches pédagogiques, de nouvelles technologies. Et donc, il faut avant tout arriver effectivement à se poser ces questions-là pour pouvoir déterminer ça. Et enfin, les sociétés à impact, elles peuvent aussi porter des innovations concrètes et produits qui se traduisent par des innovations de produits. On y reviendra aussi. Donc, sur le crédit d'impôt innovation, là, on est sur le développement du coup d'un produit innovant. Et donc, en fait, ces démarches métiers sociétales qui sont souvent d'ailleurs, on le verra avec Equity, se positionnent au carrefour du numérique. Et donc, ce croisement entre l'impact sociétal et le numérique aboutissent à des outils, des plateformes technologiques assez novatrices et qui, du coup, peuvent aussi bénéficier de ces outils. Voilà pour la vue d'ensemble. Je pense qu'après, ce sera effectivement intéressant de rentrer dans les exemples. Alors, justement, Florent, bon, on comprend que c'est possible. On comprend qu'il n'y a pas de restriction de domaine scientifique. Mais on comprend quand même que ça présuppose une vraie analyse des travaux à travers un prisme très précis. Donc, c'est quand même pas extrêmement simple. C'est là où maintenant, on va recueillir les retours d'expérience de nos différents partenaires. Je vais commencer par Nelly Plus. Nelly, pour Equity, comment ça s'est passé? Vous avez sollicité du crédit impôt recherche. Comment vous êtes arrivé à ficeler le dossier? Est-ce que vous l'avez obtenu? Est-ce que vous avez obtenu en temps? Retour d'expérience, s'il vous plaît, Nelly. Okay. Je vais répondre pour Groupe Equity dans un deuxième point, mais je suis chef d'entreprise dans le numérique depuis 16 ans. J'ai créé et je dirige une entreprise du service numérique qui s'appelle Logaxone et qui a également, mon retour d'expérience est plus large que ça, puisqu'en fait, j'ai mené, j'ai utilisé le dispositif crédit impôt recherche et plus particulièrement, enfin les deux, mais plus particulièrement le C2I, le crédit impôt innovation, depuis maintenant 6 ans. Donc, plusieurs remarques vraiment depuis toute cette expérience. C'est un fantastique dispositif. Encore plus si on est accompagné par un cabinet référencé. Nous, en l'occurrence, c'est Layton et c'est top. Donc, relations privilégiées, des professionnels qui vous accompagnent de A à Z, parce que c'est très important pour le chef d'entreprise. Il y a c'est un dispositif qui est normé. Il faut vraiment être accompagné pour comprendre quelles sont les attentes dans toute la relation. Mais ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est que l'optimisation, elle se fait en temps réel. Donc, il y a un impact dans mon exercice fiscal qui est immédiat. Donc, ça, c'est factuel. Ça ne prend pas trop de temps. Non, c'est immédiat. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Après, faut bien comprendre que le retour sur investissement, même si on a un retour immédiat, le retour sur investissement est beaucoup plus long. Ça ne se fait pas dans le même temps, puisqu'il est difficile à estimer. L'innovation, on ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir le retour sur investissement. Il y a une question de timing, d'opportunité, d'activité économique. C'est le croisement de tout ça qui va faire qu'on va avoir notre retour sur investissement. Mais bon, déjà, voilà les points positifs. Le petit bémol que j'aurais donné, c'est évidemment dans les cas de redressement ou dans les cas, je trouve que les recours sont beaucoup trop longs. Des redressements ? Pardon ? Vous avez eu à subir des redressements ? Oui, j'ai eu cette expérience. Et également dans le cadre de… Je suis également bénévole. Je suis secrétaire générale au sein
du CINOV aux côtés de Alain Assouline, ici présent à notre table. Donc le CINOV, le syndicat des TPE-PME du numérique, du secteur du numérique. Et dans le cadre de mon écosystème et aussi dans le cadre des activités de groupe Equity, il y a effectivement dans tout notre écosystème d'autres TPE-PME qui ont besoin de conseils, à qui on accorde une attention particulière et qu'on partage les retours d'expérience. Et donc, j'ai effectivement dans mon environnement beaucoup de retours d'expérience sur notamment des redressements, ce genre de choses. Et voilà mon constat. Mon constat, c'est qu'il y a un besoin cruel de simplification pour le chef d'entreprise, encore plus. Et Philippe, ici présent à nos côtés, nous le dira aussi. Donc, je rejoins en fait le point d'Estelle Delahaye sur le fait que il faut vraiment développer des ponts avec tout l'écosystème bienveillant, les pouvoirs publics, les cabinets labellisés. C'est très important parce que ça nous donne vraiment les points d'éclairage. Mais dans le cadre de redressement, le RH1, le RH2 et puis après pardon, mais un peu le bazar entre les différents services qui peuvent effectivement aider, que ce soit le conseil consultatif ou la médiation. Et vous imaginez bien en tant qu'entreprise labellisée que nous, on privilégie la médiation. Mais tout ça, ce n'est pas très clair du côté justement pouvoir public et je les invite vraiment à préciser ces points-là. Et maintenant, pour Groupe Equity, juste pour répondre à votre question, pardon pour le prélude, mais nous, on a une démarche en 2 temps. La première, c'est qu'il fallait valoriser ce qui était capable d'être valorisé. Parce que quand on porte comme ça une innovation comme celle de Groupe Equity, il y a un double enjeu au départ. C'est que l'innovation se couple avec des sujets qui sont complètement nouveaux. Là, on parle de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est assez difficile de valoriser tout ça. Donc, nous, quelle a été notre démarche en 2 temps? Un, c'est qu'on a cherché à valoriser ce qui était possible de valoriser. Donc, on est allé chercher les prix sur ce qui était quantifiable, sur ce qui est tangible. Donc, c'est pour ça qu'on est allé chercher le label, c'est pour ça qu'on est allé chercher le prix des délais de paiement. On est là sur… je vous ai dit, une cartographie des risques complètement inédite. Donc, il fallait bien montrer qu'on était en capacité de créer de la valeur et de respecter les délais. Donc, on a été en 2018 lauréat du prix des délais de paiement pour la catégorie PME pour un volume de chiffre de plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, la dernière étape, et c'est celle qu'on est en train de vivre en ce moment avec les équipes, c'est l'étape de l'intangible. Et là, c'est difficile parce que là, on est vraiment… Enfin, c'est difficile. Mais les bonnes nouvelles, c'est que là, maintenant, le marché est mature. Il faut attendre le bon timing pour faire reconnaître ce que l'on porte. Il y a une maturité de l'écosystème en matière de réglementation, le secteur de l'ESS, il faut comprendre ce que c'est que la loi Pacte, etc. Ouais. Et là, pour nous, c'est la bonne nouvelle parce que là, ça y est, il y a suffisamment de maturité. Donc, nous, on va faire valoir… c'est pour ça que là, Groupe Equity a fait valoir sa raison d'être. On est entreprise à mission pour donner vraiment un sens, enfin, au bout de 5 ans, et faire valoir la solution dans son intégralité et par rapport à son ADN, par rapport à notre raison d'être, tout ce qu'on porte. Voilà. Alors, Nelly, justement, moi, ce que je voudrais maintenant, c'est avoir l'avis de Florent, puisque Florent, c'est lui qui vous a accompagné, notamment sur le CIR. Bon, tout à fait. Alors, Florent, concrètement, qu'est-ce qui a fait que Nelly et sa société Equity étaient éligibles au CIR? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la démarche? Sur la démarche, effectivement, alors sur Equity, on est sur le crédit d'impôt innovation et ce que Nelly expliquait très justement, c'est qu'on est sur une innovation et un impact sociétal très fort, une approche métier. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que, en fait, aujourd'hui, on a souvent le croisement entre ces approches sociétales, ces impacts et les solutions du numérique qui, en fait, ce croisement-là donne aujourd'hui un pouvoir phénoménal pour les innovations. Et donc, il y a une vraie disruption, une nouvelle approche métier qui, en fait, se traduit par le développement d'une plateforme et qui, en fait, est le produit qui permet derrière de mettre en lumière, en musique tous ces acteurs-là. Et en fait, l'innovation, du coup, c'est ce produit-là et sa traduction-là, c'est ce produit-là innovant qui est, quand on parle de produit au sens de C2I, ça peut être un produit physique, mais ça peut aussi être un produit immatériel, donc un logiciel. Et donc, cette innovation très forte qui se traduit par ce produit, du coup, innovant. Et donc, et en fait, la force d'Equity et ce que t'expliquait Nelly, c'est qu'on n'a pas regardé ce projet-là sous une forme purement science du numérique,
mais on l'a regardé justement sur ce fameux croisement impact métier sociétal et numérique. Et l'innovation, elle est au carrefour des deux. Et c'est ce logiciel qui a été éligible au CIR. Tout à fait. Non, Au C2I. pardon. Non, en fait, ce n'est pas le logiciel, c'est la solution. Aujourd'hui, pour des raisons plus marketing, on a brandé Group Equity comme étant une plateforme. C'est beaucoup plus que ça, c'est une solution. Et on a notre plateforme qui s'appelle MyGE. Donc oui, pour répondre à la question, oui, la plateforme a été éligible au CIR, mais il faut bien comprendre que Group Equity n'est pas une plateforme. On n'est pas un plateforme. D'accord, non, mais ça c'est une solution globale. J'essaye simplement de cibler clairement pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils puissent se dire est-ce que ce que je fais est éligible au CIR et comment je peux faire. Alors, oui, vous avez raison, c'est passé par la plateforme. Voilà. Donc, maintenant, je passe à Alain Assouline, donc WebForce 3. Comment ça s'est passé pour vous, Alain? Alors, moi, enfin pour nous, en effet, c'est lors d'une présentation de Layton au conseil d'administration de Synov Numérique, le syndicat des TPE-PME que je préside, que je me suis dit, ah ben finalement, pourquoi pas, on s'est rencontrés. Et moi, j'avais dans la tête, parce que je suis, avant de faire l'école, j'étais le fondateur des Argonautes et nous avons eu beaucoup parce que les Argonautes, c'était une agence numérique qui faisait beaucoup d'innovation. On avait beaucoup eu l'occasion d'utiliser le CIR. Et donc voilà, sur notre école, on a une plateforme. Alain, vous aviez fait du CIR déjà au sein des Argonautes? Oui, j'avais déjà fait du CIR. Voilà. Et je me suis dit, en fait, pour l'école, je ne voyais pas trop pour ce qu'on faisait. Je voyais quelque chose qui pouvait être qu'en effet, on a une plateforme de LMS, de e-learning, qui est une plateforme assez innovante parce qu'elle ne ressemble pas du tout à ce qui existe habituellement, puisque notre plateforme vient en complément de formations en présentiel. Donc, formation tout à fait traditionnelle, mais on utilise le numérique à travers cette plateforme pour consolider ce qui est appris dans la journée à travers des QCM, un suivi très personnalisé de chaque personne, etc., qu'on a créé en fait pour pouvoir permettre à des personnes sorties du système ou en difficulté de réussir en quelques mois à avoir un emploi. Donc, j'ai rencontré Layton par rapport à ça. Cette plateforme, c'est vraiment un développement qu'on a fait assez innovant. Et donc, évidemment, on a travaillé là-dessus et on a construit notre CIR là-dessus. Mais ce qui est très intéressant et qu'il faut retenir là dans cette discussion, c'est que Layton, sachant que nous étions une entreprise de l'économie sociale et solidaire, a dit, mais si vous êtes capable de nous dire, de nous quantifier, de nous prouver l'impact social qui est celui de WebForce 3, alors on peut aussi aller chercher du CIR là-dessus. Et comme, évidemment, dans cette mesure, on l'a fait au quotidien, parce qu'on est obligé de la faire vis-à-vis de nos financeurs, que peuvent être l'État, Pôle emploi, les régions, mais aussi avec la grande école du numérique dont nous faisons partie, on tient un tableau très précis, combien de jeunes viennent des quartiers prioritaires, combien de personnes en situation de handicap, combien de femmes, combien ont trouvé un emploi, combien ont recommencé des études après notre formation. Donc, étant donné qu'on tenait de manière très très précise notre impact social et qu'on était capable de le prouver, on est allé aussi là-dessus. Et voilà, ça a très bien marché. Donc, on a sur toutes nos écoles, enfin pas toutes, mais nos plus grosses écoles, Paris, Lille, Marseille, Lyon, Strasbourg, Toulouse, on a pu déposer des dossiers qui ont été éligibles. Alors, c'est vrai, il faut souligner, c'est vrai que ce que je conseillerais à ceux qui veulent aller sur le CIR, c'est d'être sûr de leur compte. Parce qu'en général, c'est vrai que ça peut déclencher des contrôles fiscaux. Mais bon, c'est la règle du jeu. Puis tant mieux, il faut vraiment être sûr de soi. Ouais. Alors, merci Alain. Alors, Florent, petit examen maintenant du cas WebForce 3. Alain nous a dit il faut être capable de quantifier l'impact social et solidaire de ce qu'on fait. Tout à fait. Et c'est un point qui est très intéressant. Comment on fait? Alors, comment on fait? En fait, c'est que ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a pas de restriction de domaine. Il faut se poser les bonnes questions, challenger ses projets pour pouvoir savoir si on est éligible ou pas. Maintenant,
ce que je disais aussi, c'est que c'est déclaratif. Et donc, effectivement, c'est soumis à contrôle. Et donc, ça veut dire qu'il faut être capable, derrière, en contrôle, de démontrer qu'on était correctement dans le dispositif. Donc, je parlais d'amélioration substantielle et de faire avancer l'état des connaissances, de montrer qu'on a adressé une problématique technique ou scientifique. Donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir, avec les marqueurs, et le champ est vaste, hein, mais les marqueurs aussi concrets que possible, de justifier les performances supérieures ou la complexité de ce qu'on adresse. Alors, j'insiste sur la complexité de ce qu'on adresse, c'est parce que c'est un outil qui est là pour aider les entreprises à prendre un risque technique, scientifique, et donc il n'est pas conditionné au succès. C'est-à-dire que mettre en place une démarche de recherche et des hypothèses de recherche pour dire, voilà, cette problématique ne se résout pas de telle manière, du coup, on a essayé autre chose, c'est aussi une démarche, s'inscrire dans une démarche de recherche et qui peut s'inscrire sur le long terme. Maintenant, effectivement, face à un contrôle, c'est important de pouvoir justifier ce qu'on a mis dans ces projets-là. Et donc, ce qu'on va aller rechercher, ce qu'on va aller questionner aussi quand on travaille, quand on analyse ces projets, c'est OK, quel marqueur, quel gap d'efficacité, quel gap d'impact. François parlait effectivement sur Phoenix de ses impacts. Alain aussi, effectivement, des marqueurs qui peuvent être quantifiables sur le retour à l'emploi. Et donc, c'est des choses qui sont très concrètes, en fait. Et donc, de l'inclusion numérique. D'illustrer ce qu'on disait et l'éligibilité. Ouais. Donc effectivement, par exemple, l'inclusion numérique ou un accompagnement professionnel dans les métiers pour les jeunes peu diplômés ou en situation de handicap, ça, c'est des marqueurs. C'est ça. Et alors, il y a deux messages. C'est vraiment regarder les sujets dans leur globalité, peut-être sous plusieurs axes, mais par contre, identifier ces marqueurs et pouvoir les mettre en avant. Il n'y a pas de restriction de domaine, mais tout le monde doit respecter les mêmes règles. Et donc, c'est avant la déclaration qu'on se pose les bonnes questions pour voir si on peut ou pas s'inscrire dans ce dispositif. D'accord. Et évidemment, comme le disait Nelly, c'est quand même suffisamment complexe pour qu'il y ait une évidente nécessité de se faire accompagner dans la constitution de ces dossiers. Alors, François Toussaint, comment Phoenix a pu se développer, votre expérience personnelle? Alors, nous, je partage un peu les avis précédents sur la difficulté d'adresser le CIR quand on ne fait pas de la science dure. Nous, fondamentalement, l'idée, c'était de remplacer l'eau de javel que mettaient les commerces sur les produits en fin de vie quand ils ne voulaient plus les vendre et de faire en sorte qu'ils les donnent à des associations et que ça soit organisé, etc. Donc, nous, ce qu'on fait quelque part, c'est un peu ce qu'on qualifierait de low-tech. Donc, c'est pas vraiment c'est pas des grosses intelligences artificielles, etc. Et nous, en fait, la difficulté, Alain disait tout à l'heure qu'il faut être serein quand on dépose le CR. Moi, je trouve que précisément quand on est dans le SS, moi, aujourd'hui, moi, je suis directeur financier, je ne suis pas serein à 100%. Et je dirais même que sans l'accompagnement de l'État, on n'aurait jamais osé faire du CIR parce qu'on est des sciences, entre guillemets, molles. Nous, c'est de l'expérience en milieu ouvert. On n'a pas un labo, on n'a pas l'image d'Épinal, le chercheur avec sa blouse blanche, etc. Et fondamentalement, c'est la mise en place de solutions. Donc, quelque part, toutes les équipes opérationnelles participent dans l'entreprise à l'amélioration continue, au développement de ce projet. Mais c'est très difficile pour nous, même chez nous, de dire mais quelle est la partie purement innovante, comment on quantifie le temps de travail des uns et des autres sur l'innovation ou pas. Et en plus, on a des salariés qui ont des métiers très différents. Nous, ce n'est pas des chercheurs qui ont fait des doctorats, etc. C'est des gens qui sont dans de l'application pratique, donc c'est assez varié. Et du coup, effectivement, moi, vis-à-vis du fisc, si un jour on a un contrôle, pour être très honnête, je ne suis pas serein. Je suis convaincu du bien fondé de ce qu'on fait, mais je ne suis pas serein. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, François. Par exemple, quand Florent ou le délégué Letton qui s'occupe de Phoenix vous a dit ce que vous faites, ça, là, c'est éligible, c'est perçu comme de l'innovation, est-ce que ça a été des surprises pour toi, une surprise pour toi? Alors, oui et non, c'est-à-dire que nous, on croit à notre projet et on voit qu'on met en place des mécaniques d'économie circulaire qui n'existaient pas avant. Donc, les produits n'arrivent pas de nulle part. Donc, il y a eu une sorte de recherche de notre part. Mais à la fois, on s'est dit, ce n'est pas pour nous. Donc, le CIR, c'est pour Renault, c'est pour Peugeot. Ils ont des centres de R&D. Eux, c'est facile quelque part de ce point de vue-là. Et on a l'impression qu'effectivement, les textes de loi sont très orientés pour une vision que je qualifierais un peu industrielle de la R&D. Et c'est vrai que je pense que, et j'imagine que c'est
cas de pas mal de nos spectateurs aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut pas, qu'on n'est pas dans le cliché du CIR en fait. Ouais. Alors, Florent, c'est très intéressant ce que dit François parce qu'on touche là au cœur du sujet qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire lorsqu'on fait de l'économie sociale et solidaire, comment je peux me persuader, moi, que je fais vraiment de l'innovation et que je mérite un accompagnement qui est le crédit impôt recherche. François le dit lui-même, il n'est pas serein en tant que directeur financier. Comment on peut lui donner un peu de sérénité, là, Florent? C'est pas une question de mérite et l'éligibilité CIR C2I n'est jamais un jugement de valeur sur les projets d'une entreprise. Par contre, effectivement, il peut y avoir un écart entre oui, je suis persuadé de faire de l'innovation, mais j'ai quand même un texte. On parle de recherche et d'innovation, mais on a une loi, un texte fiscal qui définit les règles. Et donc, en fait, c'est comment est-ce que j'arrive à m'assurer que je suis bien dans les règles et que dans 3 ans, si j'ai un contrôle, je n'ai pas de problème. Le point soulevé par François est très intéressant. Et donc, je me souviens de cette première rencontre avec Phoenix où on avait passé avec 3-4 personnes, 4 heures dans un bureau à tourner le projet, discuter vraiment de comment ça s'était construit, la genèse et les différentes approches. Ce qui est intéressant chez Phoenix, c'est que je parlais de recherche fondamentale, recherche appliquée, développement expérimental. Et en fait, ce qui est fini par apparaître chez Phoenix, c'est que l'économie circulaire, en tout cas sur le gaspillage alimentaire, comme c'était vécu à l'époque, c'est qu'on avait une littérature scientifique assez théorique. Donc, on était plutôt à l'échelle de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Maintenant, quand on arrivait dans les faits, en pratique, pour en faire quelque chose, du développement expérimental, quelque chose de concret qui fonctionne, ça posait énormément de problèmes et ça ne fonctionnait pas. Et en fait, c'est là où Phoenix est intervenu et c'était tout le travail de recherche de Phoenix. Et il y a un premier travail préliminaire, effectivement, le disait François, qui relevait de la recherche appliquée. Et ensuite, tout un travail de développement expérimental qui se poursuit aussi et qui va être de comment je fais fonctionner ça maintenant. Parce que dans un laboratoire, de manière très théorique, tout fonctionne. Dans la vraie vie, à l'échelle industrielle et pour adresser des problématiques de gaspillage alimentaire à l'échelle de millions de tonnes, il faut aller beaucoup plus loin. Et en fait, la force de Phoenix, ça a été de faire ça. Et le texte nous dit, développement expérimental, d'une part, c'est éligible, et la phase pilote, pour tester et prouver ma solution en conditions réelles sur le terrain, c'est aussi une phase de R&D. Et donc, on était pleinement là-dedans. Je rebondis aussi sur la question des diplômes. Et effectivement, le texte est très orienté industrie, très salle blanche. Ce que nous dit le texte, fondamentalement, c'est je dois avoir les compétences scientifiques ou techniques pour travailler dans le domaine que j'adresse. Et donc, je n'ai pas forcément besoin d'un doctorat en mathématiques ou en physique. J'ai besoin d'avoir les compétences, aussi variées soient-elles, pour adresser la problématique scientifique que je mets en avant dans mon dossier. Et donc, la clé est là. Et ensuite, une précision, ça c'est un instant T. C'est un dispositif qui ne se mérite pas, il s'est valider les critères. Et ces critères, en fait, ils doivent se valider chaque année sur chaque projet. Et donc, c'est aussi bien se poser des questions tous les ans, parce qu'un projet peut rentrer, sortir d'une activité de R&D, on peut prendre une phase ou une partie. Et donc, voilà, vraiment, ce n'est pas parce que ça a été bon une fois que ce sera bon tout le temps. Et donc, il y a vraiment ces questions-là à se poser de manière récurrente. D'accord. Alors, merci Florent. Il y a quand même cette question, mais ça, je la garde pour nos institutionnels après, c'est ce manque de sérénité dont a fait part François. Et ça, je pense qu'on posera la question après à nos institutionnels. Je voudrais passer à Fabien Robineau. Bon, Fabien, comment ça s'est passé? J'étais en train, dans l'intimité de mon bureau, de remercier François pour l'extraordinaire terrain qu'il m'a préparé, parce que si je devais tenter de dire aussi bien que lui, je ne le dirais pas aussi bien. C'est exactement ce que je ressens. Alors, la particularité, c'est qu'on a été accompagné par Layton. Et je vais revenir sur la deuxième partie. Là, on a déposé donc un dossier au mois de juin et figurez-vous qu'on a reçu la totalité des versements la semaine dernière. Donc là, extraordinaire surprise, parce que tout le monde nous avait dit, bon, dans le meilleur des cas, comptez 6 mois, 8 mois, 1 an. Bon. Et puis, dans le même moment, je me dis, formidable, je reçois de quoi financer mes efforts d'innovation, et je vais revenir sur la raison pour laquelle on a sollicité Layton pour nous aider à monter le dossier. Et à la fois, je me dis, tu serais complètement fou d'y toucher avant 3 ans, quoi. C'est-à-dire que c'est le mécanisme psychologique qui se met en route immédiatement, c'est celui-ci. Et alors, si je reviens 3 crans en arrière,
Et François, on n'a pas besoin d'être DAF pour ressentir ça. On peut aussi être le patron de la boîte. Ça fonctionne assez bien. Voilà. On appelle Layton en disant, ben voilà, nous, on est quand même sur un positionnement de marché qui est assez unique, si je caricature à l'extrême, entre les gens qui font de la strat et ceux qui font de la mise en œuvre. Et puis, on a une conviction, c'est qu'il faut mobiliser des écosystèmes larges, non pas tellement pour être sûr de la richesse de la solution, des spécialistes peuvent produire des solutions de très grande qualité, mais de son contact avec le sol, de sa capacité à délivrer la valeur pour laquelle elle est conçue. Et tout à coup, ça devient extraordinairement complexe. On a besoin de réfléchir à la façon d'articuler et de naviguer dans cette complexité sans à la fois l'écraser et sans à la fois la respecter au point qu'elle devient complètement envahissante et écrasante et qu'on ne sait rien en faire. Et évidemment, on développe à l'ère du digital tout un ensemble d'approches qui sont digitales avec des temps en présentiel et puis des temps où on s'appuie sur des mécanismes automatiques de remontée d'informations qui permettent de prendre des décisions mieux instruites et dans des cycles beaucoup plus courts. Je reste volontairement très générique. Hein. Mais et puis on se dit finalement, c'est notre métier. Très bien. Excuse-moi. Le CIR. Oui, et ben justement, on y vient. On se dit, c'est notre métier, on fait ça. Donc, ça ne mérite pas finalement, entre guillemets. Ça, on fait rien d'autre que d'être confronté à un truc qui est plus gros que nous et de réfléchir à la façon de le traiter. Hein. Et on discute avec Florent qui nous dit, mais en fait, moi, je ne comprends pas ce que vous me dites parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous faites un truc que très, très peu d'autres probablement savent faire. En tout cas, quand on les cherche, on ne les trouve pas. Et par ailleurs, quand je vois le niveau de nouveauté que vous mettez dans vos approches, d'intention, le taux de succès que vous rencontrez, et ainsi de suite, on est fondamentalement dans de l'innovation, et je vais choisir là un terme extraordinairement générique, dans de l'innovation en pédagogie. C'est-à-dire en capacité à aider les hommes à progresser, à travailler ensemble, à découvrir de nouveaux terrains. Et on a fait un travail assez remarquable, je veux dire, avec les équipes de Layton pour tout simplement caractériser ce que nous pensions être notre fardeau quotidien, l'incertitude de celui qui innove sans le savoir, au fond, et puis de voir émerger de vraies articulations, de vraies agrégations dans lesquelles, effectivement, on a été obligé de constater qu'on innovait. Donc, merci beaucoup Fabien. Donc, si je devais résumer deux choses importantes à mon avis, on faisait du CIR sans le savoir. Enfin, disons, on était éligible au CIR, mais on ne le savait pas. Hein. On n'imaginait pas que notre quotidien, c'était de l'innovation. Et donc, c'est Layton qui nous a permis d'identifier ça. Première chose. Et deuxième chose, vous relayez cette espèce de crainte, cette espèce de manque de sérénité dont faisait part François quand vous dites moi, j'ai ce CIR qui tombe là, mais je me dis oula. Est-ce que je peux le dépenser? Est-ce que je peux le réinvestir? Est-ce que c'est prudent? Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Donc ça, c'est une question qu'il faudra vraiment qu'on adresse après avec nos institutionnels. Gilles, étant donné que tu m'avais promis de m'interrompre, je t'avais promis de te rendre l'appareil, j'ajoute juste un tout petit truc très rapide qui est de dire il y a cette incertitude dont on a parlé là sur la capacité à utiliser le CIR. Et puis, il y a la vraie grosse question de qui va t'évaluer. C'est-à-dire que le jour où la question de est-ce que tu es éligible ou pas est posée, est-ce que c'est quelqu'un qui a une blouse blanche, qui est réputé bon parce qu'il est au CNRS, qui est réputé bon parce qu'il fait le même métier que toi, mais de façon complètement différente. C'est qui? C'est qui cette personne qui est capable de comprendre le niveau de complexité auquel on s'est confronté en créant Tribe et en partant de très très grands cabinets qui ont pignon sur rue, 20 ans de conseil dans les pattes, entre Ernst & Young, Capgemini, entre autres choses, travailler avec le World Economic Forum. Donc, des institutions qui sont très habituées à faire ce type de métier. On trouve une capacité, un espace pour le faire de façon complètement novatrice et différente, reconnue par le marché, qui est en mesure de nous évaluer. Ça, c'est une vraie grosse question, avec beaucoup de respect pour les gens qui évaluent par ailleurs, hein, qu'ils n'aillent pas se fâcher s'ils tombent sur mon dossier. Tu n'as pas encore été évalué, toi, Fabien? Non, et puis alors, si ça pouvait se produire le plus tard possible, ce serait formidable. Oui, mais alors moi, je voudrais rajouter un truc, c'est que quand justement tu es évalué, Nelly? Oui, je voudrais rajouter une chose, c'est que quand tu es évalué et qu'au bout de 2 ans, on te dit finalement, on vous a redressé, mais on reconnaît qu'on n'est pas en capacité de vous évaluer.
Très grande frustration côté entrepreneur, et c'est là où les temps. C'est ce que je voulais illustrer tout à l'heure sur. Je pense que voilà, il y a. Merci de ton intervention, Nelly. On va conclure juste la vision de Florent sur le cas Tribe, et après, on va atteindre là déjà l'heure, et on va passer à la deuxième partie, où justement, toutes les questions que vous avez formulées, toutes les craintes, toutes les revendications, on va les adresser à nos partenaires institutionnels qui, je l'espère, vous apporteront les réponses souhaitées, n'est-ce pas? Alors, Florent, est-ce que tu peux donner maintenant ton avis sur le cas Tribe? Je te rappelle les deux choses essentielles que nous a dit Fabien. D'abord, j'imaginais pas qu'on pouvait être éligible au CIR, et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental qu'il faut faire passer. C'est le message qu'on veut faire passer à tous ceux qui sont nombreux connectés avec nous. C'est votre activité contient de l'innovation, vous pouvez être éligible au CIR. C'est ça qu'on veut dire, Florent. Si vous respectez les critères, évidemment. Bien sûr. Ce n'est pas une loterie, on est d'accord. Oui, bien sûr. Et pour rebondir sur ce que disait Fabien, le premier point que je tenais à dire, c'est que Fabien, merci du coup pour le compliment, mais la première approche sur la discussion avec les projets Tribe, on l'a pris purement sur l'approche des clients Tribe, purement sur un potentiellement côté IT. Et le premier retour qu'on s'était dit, c'est il n'y a pas grand-chose. Et après, on a réenclenché la discussion avec Fabien et en fait, on a regardé l'approche macro. En fait, au-delà des problématiques des clients de Tribe, et effectivement, la question de la recherche portée par Tribe, elle n'est pas forcément elle est portée par la problématique des clients, mais pas forcément les résultats mêmes, mais c'est le développement d'outils de méthodologie pédagogique pour être capable de faire des choses à des telles échelles sur lesquelles il n'y a rien. Et du coup, il n'y a rien. Il y a des choses théoriques dans la littérature scientifique, mais effectivement, quand on regarde dans les pratiques, dans l'état de l'art, arriver à ça, il n'y a rien. Et là encore, avec des résultats chiffrés, factuels, assez impressionnants. Et donc, effectivement, c'est vraiment cette approche macro-là. Et donc, ce qu'on retire aussi du cas Tribe, c'est prendre du recul, voir l'approche macro, parce qu'il y a potentiellement des choses à faire. Ce que ça nécessite également, c'est aussi de faire la part des choses. Et donc, chez Tribe, on n'a pas pris ces développements, on a pris ces cas de tests. Par contre, on n'a pas tout pris parce qu'effectivement, il y a des choses qui relèvent de l'application d'un savoir-faire développé. Il y a des choses qui relèvent de ce développement de nouvelles méthodologies. Et donc, c'est aussi savoir effectivement faire la part des choses. Pour conclure, avant de passer sur la question du coup avec les institutionnels, c'est effectivement, il faut respecter les critères. Un conseil qu'on peut porter aussi, c'est dans tous les cas qu'on a évoqués, à chaque fois, je parle de littérature scientifique. Et donc, en fait, on est dans des domaines où il y a une littérature qui existe, qui peut être limitée. C'est justement là où on va se raccrocher. Donc, un conseil, c'est vraiment c'est ce qu'on fait aussi avec les entreprises qu'on accompagne, c'est d'aller regarder cette littérature et d'aller se positionner par rapport à ça. Et ensuite, c'est de mettre en avant l'ensemble des marqueurs et des indicateurs qui peuvent mettre un futur contrôle dans une bonne disposition. Et je vais citer un exemple de Phoenix. Phoenix, quand on a commencé à travailler avec eux, avait des subventions publiques pour mener à bien des projets de recherche. Mais toute cette approche sur l'économie sociale et l'économie circulaire et ce premier procédé qui a fonctionné à grande échelle, en fait, ça a donné lieu à une publication scientifique de la part de Phoenix. Et donc, c'est un vrai marqueur, c'est un indicateur de R&D très, très fort qui va parler à un institutionnel et surtout à quelqu'un du ministère de la Recherche. Ça reste un indicateur, ce n'est pas obligatoire, mais voilà, il y a ce travail de publication va par exemple pu être fait sur ce cas-là chez Phoenix. Et donc, ces indicateurs-là, ces marqueurs, cet effort de communication est aussi important. Voilà sur ce ressenti, et je pense qu'effectivement, à partir de là, les institutionnels présents vont pouvoir rebondir. Merci Florent. Donc l'importance de la publication scientifique, parce qu'on est dans un domaine qui se construit petit à petit, et comme le disait, je crois que c'était effectivement Fabien, qui va me tester, qui va justifier, qui va être capable d'évaluer si je fais les choses correctement. On est dans quelque chose qui est en train de se bâtir. Donc maintenant, on est à l'heure déjà du web séminaire. Je me tourne vers nos institutionnels. Alors moi, ce que je voudrais, c'est avoir leur perception déjà de ce qu'ils ont entendu, de ces différents retours d'expérience, et puis avec eux, de voir un petit peu ce qui est en cours et ce qui est en devenir pour soutenir ce pan de notre économie.
Salvatore Serraval, directeur de cabinet de la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Salvatore, merci une nouvelle fois d'être avec nous. J'aimerais avoir une première réaction de votre part à ce qui vient d'être dit, sachant que votre objectif, avoué, c'est de remettre l'économie sociale et solidaire au centre de notre économie. Donc, réaction à ce que vous venez d'entendre, Salvatore. Merci beaucoup, Monsieur Delafont, et merci de cette invitation. Effectivement, avec la ministre Olivia Grégoire, notre objectif, comme vous l'avez dit, c'est de remettre de repositionner l'ESS au centre de l'économie. On a désormais donc une ministre en charge. Avant, c'était un commissaire. Donc, ça marque la volonté du président de la République et du Premier ministre de véritablement accélérer les différents dispositifs qu'on peut mettre en soutien de l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est au cœur du mandat d'Olivia Grégoire. Alors, comment faire je dirais que dans le peu de temps, malheureusement, qu'on aura pour agir, parce que finalement, on aura à peu près 18 mois de temps utile pour mener une action qu'on espère décisive, je dirais qu'on va mettre l'accent sur deux points principalement. Le premier, c'est sur le financement. Alors, le financement, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va essayer de structurer, en tout cas d'inciter les investisseurs, les acteurs sur les marchés à structurer la finance à impact. On a lancé, enfin plutôt notre prédécesseur, Christophe Itier, avait lancé des travaux de réflexion sur la mise en place d'un centre français de l'investissement à impact. Nous, on reprend ce travail-là, qui a fait l'objet déjà d'un rapport qui a été remis à la ministre il y a quelques semaines. Et notre souhait, c'est de consolider ce travail, de préciser ce qui peut être fait de ce travail, et avec l'objectif d'ici, je dirais, mi-2021, de lancer véritablement un centre français de l'investissement à impact dans lequel, on espère, serait défini de manière consensuelle entre les différents acteurs sur le marché, un référentiel de ce qu'est la finance à impact. L'objectif, évidemment, c'est une fois qu'on a fait ça, c'est que je pense qu'il y a une première vertu à cela, c'est qu'on fait rentrer le monde de la finance dans le monde de l'économie sociale et solidaire. On va dire qu'en soi, ça n'est pas naturel. Le monde de l'ESS, en tout cas pour une partie de ce monde, je pense qu'il y a une suspicion et un peu de défiance vis-à-vis de ce qui pourrait être vu comme de la financiarisation de la solidarité. Ça n'est pas de notre point de vue. On considère qu'au contraire, l'ESS a beaucoup à apprendre et à s'enrichir de modes de financement innovants. Et je dirais réciproquement. Je pense que aussi, par cette opération, les investisseurs, les acteurs financiers peuvent aussi apprendre d'un mode d'entreprendre qui est différent, qui est original, qui est singulier et qui est porté par les acteurs de l'ESS. Donc, premier axe, la finance à impact. Deuxième axe, c'est les valeurs, évidemment, la diffusion des valeurs de l'ESS. Ces valeurs, elles sont singulières sur la responsabilité, sur les critères E, S et G. Et donc, le deuxième axe de l'action de la ministre, ce sera de promouvoir et d'inciter à la transparence en matière de performance extra-financière. Et donc, on est en train de monter une action à Bercy qui vise à élaborer et à mettre en place une plateforme de transparence extra-financière sur laquelle on invitera prochainement les entreprises volontaires, quelles qu'elles soient, de taille, de secteur, pas uniquement de l'ESS évidemment, à mettre à disposition du public de manière transparente, publique, donc accessible, un certain nombre d'informations de nature extra-financière sur lesquelles ensuite le consommateur, le salarié, l'épargnant pourra observer la performance extra-financière d'entreprise. Et donc ça, c'est aussi une manière, je pense, d'insuffler la valeur de l'ESS dans l'économie. Alors, Monsieur Serraval, revenons-en à ce que vous disiez pour être concret par rapport aux 4 représentants des sociétés qui sont avec nous. Le Centre français de l'investissement à impact, en quoi ça peut concerner une jeune start-up qui fait de l'innovation en matière d'économie sociale et solidaire?
C'est très concret, c'est-à-dire qu'on définira, l'objectif c'est que ce centre français d'investissement impact définisse un référentiel de ce qui peut être considéré comme ayant un impact, voilà, social, environnemental. Je finance une entreprise qui fait de l'insertion de handicapés, par exemple. Je finance une association qui développe un modèle d'économie circulaire innovant. Je développe une association qui réinsère des personnes qui sortent de prison, etc., etc. Donc, on définit ensemble, de manière consensuelle, ce qu'est l'investissement à impact. Et ensuite, ça permet de flécher plus directement vis-à-vis des acteurs et des porteurs de projets innovants, de mettre en relation un porteur de projet qui a une solution innovante en matière sociale et environnementale et une finance et des investisseurs qui ont les produits avec des épargnants derrière qui souhaitent que leur épargne aille véritablement vers des solutions innovantes. Donc, c'est la mise en relation entre un épargnant qui veut donner un sens à la manière dont il investit son épargne et un porteur de projet qui lui propose cette quête en gros, qui donne un débouché à cette quête de sens de la part de l'épargnant. Parfait. Merci, merci Monsieur Serraval. Philippe Bernat, médiateur des entreprises, délégué innovation. Alors, vous avez vu, vous avez été plus ou moins interpellé par différents de nos participants. Notamment, j'ai une question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec la formation des experts qui sont chargés d'évaluer l'innovation sociale? Ils sont plus habitués, comme le disait Florent, à la salle blanche. Est-ce que là, il n'y a pas un sujet sur lequel il faudrait se pencher pour créer un nouvel écosystème d'experts? Alors, il y a sans doute un sujet, mais qui va remettre en perspective avec finalement l'historique du crédit impôt recherche, c'est le domaine d'application. Le crédit impôt innovation est relativement nouveau et tout ceci a pour conséquence qu'effectivement, on a un environnement d'experts qui viennent plutôt des sciences dures, parce que pendant des années, c'était là-dessus que le crédit impôt recherche a fonctionné. Et il y a une phase de transition sur laquelle il y a encore, j'en suis convaincu, des progrès à faire. Bon, en revanche, il y a quand même des universités, des écoles, des laboratoires qui ont développé des expertises autour de ces sujets-là. Pour autant, est-ce que tous ces sachants deviennent experts? Pas forcément, parce que la vie d'expert, ce n'est pas une vie non plus très enviable. C'est beaucoup de travail, c'est peu de reconnaissance, beaucoup de difficultés, et peut-être faut-il aussi aider nos experts à mieux vivre leur mission quand on leur propose. Juste un point, il faut remettre un peu les choses en perspective, on ne l'a pas abordé, et ça, moi, c'est pour moi une interrogation que j'ai en permanence. Le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation, c'est un peu plus de 6 milliards d'euros par an, ce qui n'est pas une paille. Alors, grosso modo, on va dire 6 milliards sur le crédit impôt recherche et peut-être 200 millions sur le crédit impôt innovation. On voit bien que c'est des masses d'argent énormes. On voit bien aussi la différence qu'il y a entre l'innovation et le crédit impôt recherche et encore une fois, l'apprentissage qui aura derrière. Et c'est principalement des applications type industriel, biotech, numérique qui bénéficient de tout ce dispositif. C'est là où il y a une difficulté sur notre secteur. Il y a une réponse à ça. Il y a une réponse à ça. Alors, je sais qu'elle n'est pas satisfaisante pour tout le monde parce qu'elle est également adossée à un risque de refus, c'est le rescrit. C'est-à-dire que si on a un doute sur le bien fondé de ces travaux, alors on peut interpeller l'administration fiscale, qui elle-même interpellera l'administration, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour faire une évaluation avant même qu'on se lance dans sa déclaration de crédit impôt recherche ou de crédit impôt innovation et avoir un premier retour. Il y a sans doute également un sujet sur le rescrit, l'adapter et faire en sorte que ce ne soit pas un outil vu comme un risque majeur qui le rend repoussant, mais plutôt comme un outil de dialogue et de confiance entre l'administration et les entreprises. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Bon, il faut aussi que les cabinets conseils en fassent la promotion. Ça, c'est aussi important. La promotion du rescrit. Oui, c'est pour ça que les cabinets référencés, c'est le dispositif que j'ai mis en place dès que j'ai pris cette fonction au sein de la médiation, parce qu'il y avait besoin d'équilibrer la relation entre les cabinets et leurs clients en lien avec l'administration, et Dieu sait que c'est compliqué. Les cabinets référencés proposent, mettent en avant autant qu'ils le peuvent le rescrit.
c'est pas pour autant satisfaisant et je crois qu'il y a beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et puis on l'a dit, hein, il faut un référentiel, il est en cours de constitution, il faut un périmètre, il faut de la publication scientifique, c'est aussi en cours de constitution. Donc aujourd'hui, c'est quand même assez maigre. C'est pour ça que le sujet est difficile. Bon, après, peut-être faudrait-il regarder combien de dossiers ont été déposés sur le secteur, combien ont été honorés sans difficulté, combien ont été, avec une ancienneté de plus de 3 ans, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de risque rétroactif de contrôle et de rectification, et puis combien font l'objet de conflits, finalement, avec l'administration. Ça, j'avoue que malheureusement, je n'ai pas d'information là-dessus, et pourtant, ça devrait être une information essentielle pour mieux comprendre, mieux naviguer, et puis pour que les entrepreneurs sachent mieux apprécier les risques qu'ils prennent. Et Florent l'a dit tout à l'heure, bien évidemment, le crédit impôt recherche, c'est pas un dû, c'est un droit, c'est pas un dû. Je fais une petite subtilité entre les deux. Il est là pour financer une prise de risque, produit ou service. Alors, quand c'est du crédit impôt recherche, c'est la prime au risque sur le dépensement de la science. Je me bats contre la science. Et quand c'est du crédit impôt innovation, c'est la prime au risque contre le marché. Je me bats contre le marché, contre les produits existants, j'en invente de nouveaux ou je rends les miens encore meilleurs que ceux qui existaient. Voilà, donc il faut avoir une vision de tout ça et puis essayer de mesurer un petit peu plus ce qui se passe sur ce secteur. Merci Philippe. Salvatore, je reviens vers vous. Philippe parle d'un référentiel en cours de constitution. On est dans une phase de transition. Bon, c'est difficile, hein. J'ai envie de vous demander, parce que quand même, vous me dites j'ai 18 mois, mais vous avez 18 mois, comment on peut lever les différents freins dans l'octroi du crédit impôt recherche à toutes ces sociétés à impact? Alors, moi, je ne vais pas forcément vous répondre spécifiquement sur le crédit impôt recherche. Je pense que nous, la manière dont on voit, la façon dont on peut soutenir, en complément de ce que j'ai dit tout à l'heure, le secteur de l'ESS et en particulier l'innovation dans le secteur de l'ESS. Il y a une première réponse, je pense, qui est dans le plan de relance qui a été annoncé il y a quelques semaines, plan de relance de 100 milliards d'euros, au sein duquel on a veillé avec Olivier Grégoire à ce que les acteurs du secteur de l'ESS puissent être servis. Alors, dans sa palette, évidemment, la plus large, de la petite association de quartier aux startups ESS innovantes. Et donc, je pense qu'une des premières réponses, c'est, et nous, on va vraiment prendre notre bâton de pèlerin pour cela, c'est bien s'assurer que les acteurs de l'ESS, encore une fois, quels qu'ils soient, se servent des différents outils mis à disposition par le gouvernement, dans le cadre du plan de relance. Il y a des mesures qui sont notamment dans le plan jeune, qui vont permettre à certaines associations d'avoir accès à des emplois subventionnés. Et puis, donc ça, je dirais, c'est le côté association classique. Et puis, vous avez de l'autre côté des produits beaucoup plus innovants et un peu plus compliqués, et je pense qu'ils s'adressent davantage à nos interlocuteurs du jour, qui sont développés par la Caisse des dépôts et BPI, avec lesquels on a convenu d'augmenter les moyens à disposition du secteur de l'ESS à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc là, je pense qu'il y a toute une possibilité, toute une gamme de produits développés par la Caisse des dépôts et BPI qui sont à disposition des acteurs de l'ESS qui souhaitent se projeter dans l'innovation. J'ajouterai même un troisième, qui est le programme d'investissement d'avenir 4, le PIA 4, développé par le secrétaire général à l'investissement, qui contient un volet innovation et dans lequel, encore une fois, on s'en est assuré auprès d'eux, le secteur de l'ESS a évidemment toute sa place et est tout à fait légitime à venir demander des financements de la part de ce secrétariat. Donc voilà, nous, notre action, elle va surtout, de ce point de vue-là, porter sur la relance, le plan de relance qui a été proposé par le gouvernement. Et puis un autre volet, je pense peut-être qu'il est un peu moins pertinent pour nos acteurs du jour, mais je le signale quand même,
c'est un volet simplification, dématérialisation, qui aussi, on l'a entendu au travers des différentes consultations qu'on a pu mener depuis qu'on est arrivé en août. Beaucoup d'acteurs de l'ESS se plaignent de dispositifs assez compliqués pour ceux qui veulent monter leur structure, pour ceux qui veulent la développer. Et donc, il y a tout un travail de rationalisation de l'information disponible pour les porteurs de projets, de simplification, de digitalisation, qu'on va aussi essayer de mettre en place très concrètement avec Olivier Grégoire et en partenariat avec les différents acteurs de l'ESS. Très bien, merci Salvatore. Je pense que c'est bon de faire savoir tout ça et qu'il y a un travail de pédagogie à faire aussi sur ce qui est possible quand on monte aujourd'hui une entreprise de l'économie sociale et solidaire, parce que les aides sont nombreuses et notamment depuis le plan de relance. Alors, je voudrais m'adresser à tous ceux qui participent, les spectateurs, si j'ose dire, de ce web séminaire. Vous pouvez commencer à adresser vos questions à nos participants et d'ici une dizaine de minutes, on commencera à y répondre. Je me tourne à nouveau vers Philippe Bernat. Philippe Bernat, vous avez dit tout à l'heure, attention, le CIR, ce n'est pas un dû, c'est un droit, mais ce n'est pas un dû. C'est pour encourager une prise de risque. Quel message vous voulez faire passer aux entreprises en disant ça? Alors, je vais répondre à la question. Je voudrais juste faire un petit commentaire préalable parce que c'est quand même fondamental et ça, c'est à l'adresse de tous les entrepreneurs dont j'ai été et j'ai eu le plaisir de faire des recours au crédit impôt recherche que j'ai obtenus. Et à l'époque, d'ailleurs, dans des délais de versement qui étaient remarquables, puisqu'en 2 mois, on recevait son crédit impôt recherche. Alors, c'est après 2008 où des mesures avaient été prises pour faciliter la trésorerie des entreprises. Il ne faut pas oublier un point majeur. Je dis ça par rapport, je n'oppose pas les mécanismes de financement, je dis qu'ils ont leur rôle à des moments précis en fonction de la vie de l'entreprise. Le crédit impôt recherche s'obtient contre rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de capital, il n'y a pas d'intérêt. La seule contrepartie, c'est de promettre à celui qui vous le donne, donc l'administration, que vous allez faire progresser la science ou les produits, selon soit du CIR ou du C2I. Et c'est déclaratif. Et normalement, c'est versé assez rapidement. Autrement dit, qui que ce soit, dès lors qu'il se met dans une démarche d'innovation, peut prétendre à avoir du crédit impôt recherche ou du crédit impôt innovation. Ce n'est pas forcément vrai pour les aides financières. Pourquoi? Parce que bien souvent, elles vont être assujetties aux fonds propres. Elles vont être assujetties au fait que vous ayez eu déjà des clients, que vous ayez déjà des contrats, que vous ayez un track record. Donc, c'est à articuler précisément selon les instants de vie de l'entreprise et c'est parfaitement bien procéduré entre guillemets, parce qu'on voit tout à fait bien l'enchaînement des uns et des autres. Alors là où ça devient cocasse, si je peux dire, c'est quand, là je vais me tourner plutôt du côté des investisseurs, pas de ceux qui vont faire de l'aide au financement, mais de ceux qui vont apporter du capital et qui vont dire, tiens, moi je vous apporte de l'argent, mais rassurez-moi sur le fait que les crédits impôt recherche que vous avez ne seront pas rectifiés et que donc l'argent que vous avez touché par rapport à ça ne sera pas retiré. Alors, c'est là où ça devient un petit peu compliqué. Et ça, on devrait faire en sorte que ça ne soit pas possible d'une manière ou d'une autre. Oui. Mais justement, Philippe, là, vous répondez à la question que posait tout à l'heure Fabien. Bon, Fabien, il vient de récupérer du CIR dans des délais finalement beaucoup plus courts que ce qu'il escomptait, tant mieux pour lui. Mais il nous dit… Merci les mesures du gouvernement qui ont été prises. Merci les mesures du gouvernement, tout à fait, absolument, parce que le fruit du hasard. Post-Covid, on a accéléré effectivement l'octroi du CIR. Mais je remercie l'administration là-dessus parce qu'elle a fait un travail remarquable. Tout à fait. Mais il n'empêche que, qu'est-ce qu'il nous dit Fabien? Il nous dit, mais moi je ne vais pas y toucher avant 3 ans parce que je ne sais pas si je ne vais pas me faire corriger. Donc, je comprends parfaitement. Mais qu'est-ce que vous pourriez lui dire à Fabien? Bon, d'abord, je dirais à Fabien que j'ai mal pour lui quand j'entends ça, vraiment. Mais que ça fait partie de la vie, puisque, encore une fois, 6 milliards distribués sous le regard vigilant de Bruxelles, il faut donc qu'il y ait des outils de contrôle. Il faut qu'on sache quand même qu'il y a eu des abus de beaucoup d'entreprises à certains moments qui sont venus taper dans la caisse. Et évidemment, ça a généré des réactions de défiance vis-à-vis de l'administration dans certains cas. Bon, après, je vais revenir sur les propos de Florent. Il faut absolument avoir confiance en soi. Et cette confiance en soi, on va l'obtenir en bâtissant un dossier de qualité. Alors, si vraiment on a des doutes et si vraiment on est short d'un point de vue trésorerie, je reviens à mon rescrit. Mais sinon, en faisant un travail de qualité, de documentation, d'enregistrement au jour le jour de ce qu'on fait,
entre nous, il y a toute une partie qui est tout à fait nécessaire pour capitaliser sur le savoir-faire de l'entreprise, et puis il y a une partie qui vient se mettre en format de ce qu'attend l'administration, et ça, c'est peut-être un surcoût qui n'est pas toujours le bienvenu, mais bon, c'est comme ça, c'est la règle du jeu, il faut la suivre. Donc, en documentant, en expliquant, et puis en faisant preuve d'honnêteté. Ça, je pense que après, il peut y avoir une crainte. Si la crainte est fondée parce qu'un contrôle se passe mal, alors on est là, nous, médiation pour ça. Je fais un commentaire même. Déjà, il y a un petit point. C'est je monte un dossier. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué que le monter seul, ça devient de plus en plus une sinécure pour l'entrepreneur qui a bien d'autres choses à faire, d'où l'intérêt donc de nos cabinets référencés et qui en général ne font pas que du CIR, mais aident l'entreprise à avoir d'autres sources de financement, à se structurer sur son management d'innovation et ils le font très très bien. Mais une fois qu'on a déposé son dossier, c'est quand est-ce qu'on va avoir l'argent? Je l'aurai dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois. Ça, ce n'est pas une science exacte. Alors, moi, je dirais que là-dessus, il y a peut-être un progrès qui soit fait sur un engagement de délai de versement, de façon à ce que l'entrepreneur puisse dire, bon, on me dit 6 mois, on me dit 3 mois, on me dit 9 mois, mais au moins, on me dit quelque chose qui est mesurable. Et si on dépasse ce délai, alors je peux m'interroger et interroger l'administration pour dire pourquoi j'ai passé les 3 mois, les 6 mois, les 9 mois, selon qu'on mette le curseur à un endroit ou à un autre. Ça serait, je pense, sûrement une source de progrès. Après, il y a la partie scientifique. Voilà, la partie scientifique, est-ce que j'ai fait un travail suffisamment fourni, fondé, pédagogique pour expliquer à quelqu'un qui va venir me voir a priori avec bienveillance que ce que je fais relève du crédit impôt recherche ou du crédit impôt innovation. Alors, il y a des cas. Ils sont de plus en plus rares, heureusement, et je pense que tous autour de la table sauront le reconnaître. Il y a des cas où parfois ça dérape. Alors ça dérape parce que le contrôle est fait au niveau de l'administration fiscale et n'est pas délégué auprès d'un sachant qui soit expert CIR ou expert C2I. Ça, c'est un peu enquiquinant, surtout si on met en cause le fond scientifique de l'opération, ou bien l'expert qui, pour des raisons X ou Y, n'abonde pas dans le sens de l'entreprise et finalement retoque en tout ou partie les travaux qui ont été présentés par l'entreprise. Voilà, c'est là où il faut rester le plus calme possible, savoir quels sont les outils qu'il faut activer, et ça c'est aussi le rôle du cabinet de conseil de tout de suite proposer les bons outils en fonction des contraintes, ne pas hésiter à nous solliciter côté médiation. Alors, pour ou accélérer un versement de crédit impôt recherche, ou pour déclencher une expertise quand elle n'a pas eu lieu, ou redéclencher une contre-expertise quand la première n'a pas été faite dans des conditions satisfaisantes, bon, on fait ce travail-là, on fait cette évaluation, on le partage avec nos amis de Bercy, et en général, ça donne des résultats globalement plutôt positifs. Dans 75% des cas, on arrive à faire entendre raison à l'entreprise. Donc, Philippe, ce que vous dites à Fabien, c'est en gros, sois serein. Si tu as un problème, tu viendras voir la médiation et nous parviendrons à résoudre ton différend avec l'institution fiscale. Oui, pardon, Gilles, parce que je ne suis pas sûr d'avoir envie de dire ça à Fabien, parce qu'en lui disant ça, je lui dis quoi? Je lui dis, finalement, construis ton assurance, mais tu n'as pas la garantie que tu n'auras pas de problème. C'est pas complet comme réponse quand même. C'est-à-dire que Fabien, cet argent, je fais quoi? Je le dépense, je l'investis, je le mets de côté, je fais quoi? Donc, c'est la question qu'il pose, Philippe, c'est la question que pose Fabien. Oui. Alors, moi, je sais qu'il y a une réponse absolue, mais qui est coûteuse, qui est risquée, c'est le rescrit. Ensuite, peut-être faut-il, filière par filière, et peut-être que sur la filière de l'ESS, il y aurait un vrai travail à faire, de se rapprocher de l'administration fiscale, de se rapprocher des différents acteurs, et d'envisager peut-être, sous couvert d'une charte, d'un groupe de travail, quelque chose qui permette de mieux se comprendre mutuellement, de façon à instaurer ce climat de confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de développement. Enfin, c'est aussi mécanique que ça. Et je ne veux pas que Fabien reparte avec un manque de confiance sur le fait que son CIR risque de lui être retiré un jour ou un autre. Parce que c'est terrible dans ces conditions de travail. Si je peux me permettre d'intervenir, je suis absolument confus. C'est une intervention très rapide parce qu'il faut malheureusement que je vous quitte pour être dans une réunion maintenant. La suivante. Ceci étant dit, Philippe, un très grand merci. Mais je suis, rassurez-vous, je ne vais pas dépenser l'argent qui a été versé par le CIR, je vais l'investir. C'est quand même une nuance extraordinairement importante et extrêmement rapidement. Je suis extrêmement confiant sur la qualité du dossier. J'ai une très grosse incertitude qui a été
un réflexe instantané que j'ai partagé tout à l'heure et qui est essentiellement lié à la façon dont c'est évalué. Vous avez largement traité le sujet, je vous en remercie et j'espère que si on se croise, ce ne sera pas parce que j'aurai besoin de vous. Voilà. Pardonnez-moi, je vous remercie. Je vous remercie tous et je suis absolument désolé, mais il faut que je descende de ce train fort sympathiquement. Merci, et c'était important. Et c'était important d'insister, comme le disait Philippe, sur la confiance en soi et la confiance dans le dispositif. Je vais maintenant, je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, vous pouvez toujours. Et je vais proposer à Salvatore une dernière question. Avant que nous prenions justement les questions des différents internautes. Salvatore, je crois que vous travaillez actuellement à de nouvelles sources de financement. Vous avez parlé effectivement de ce que vous allez mettre au point concernant le Centre français de l'investissement à impact. Est-ce que vous pouvez nous dire du mot du contrat à impact? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est quelque chose qu'on relance, pour être plus précis, puisque c'est quelque chose qui existait déjà en France depuis 2016, qui a été inventé par les Britanniques en 2010, par David Cameron. L'idée est assez simple, enfin, en tout cas, je vais essayer de la raconter de manière simple. Le contrat impact, c'est la rencontre entre trois entités, un porteur de projet qui a une idée innovante, un investisseur qui est prêt à financer cette idée innovante sur le plan social ou environnemental, et l'État qui vient récompenser, rembourser l'investissement et le risque pris par l'investisseur si le projet a réussi. Pour être concret, on a lancé un premier contrat impact la semaine dernière avec l'ADEME sur le thème de l'économie circulaire à hauteur de 10 millions d'euros. Donc, l'État lance un appel à manifestation d'intérêt sur l'économie circulaire de 3 mois. On récupère l'ensemble des réponses au projet. On sélectionne 3-4 projets qui nous semblent intéressants, qui sont financièrement, qui bénéficient du soutien financier nécessaire de la part d'investisseurs privés. Et puis, c'est là que l'étape est importante, l'État définit avec le porteur de projet et l'investisseur des objectifs concrets et des résultats attendus du projet. Par exemple, on peut imaginer que dans l'appel à projet qu'on a lancé, qu'une structure, une association dise moi, je m'engage à collecter 1 tonne de mégots dans la région PACA, de les recycler et de les réutiliser pour faire, je ne sais pas, du papier ou quelque chose d'autre. Donc, le contrat qu'on passe avec l'entreprise qui est financée par l'investisseur, c'est OK, on met ça dans le contrat. Et si dans 1 an, effectivement, on observe qu'il y a bien 1 tonne de mégots qui a été collectée et puis que ça a été recyclé comme c'était prévu, eh bien, l'État rembourse le risque, rembourse l'investisseur qui a pris le risque de financer ce projet innovant. Donc, l'État finance des projets qui ont fait la preuve de leur efficacité sur le terrain. Et si le projet ne marche pas, eh bien, l'État n'intervient pas, l'investisseur a pris son risque, mais je dirais c'est un peu l'avis de l'investisseur, et le porteur de projet a lui financé un projet qui manifestement n'était pas complètement viable, et voilà, et l'aventure termine là. L'objectif effectivement c'est que ça marche et qu'ensuite ce soit je dirais un incubateur qui permette que si le projet a marché, de pouvoir le généraliser et d'en faire à terme une vraie politique publique avec des instruments et des méthodes de faire qui ont prouvé encore une fois leur efficacité à un niveau peut-être un peu plus local. Voilà la logique du contrat impact et on compte en développer d'autres dans les prochaines semaines. On a 3 ou 4 contrats impact en cours d'élaboration et qu'on devrait très prochainement lancer également. Merci Salvatore. Nous allons commencer, avant de conclure donc ce web séminaire, à prendre quelques questions. J'ai une question qui, à mon avis, s'adresse, Philippe, peut-être à vous ou peut-être à Florent. Je vous dis ce qu'il est demandé. Il est signalé, je cite, « Il est dommage que sur la partie scientifique, le dossier CIR et C2I ne tienne pas compte de la qualité d'ESS et le cas échéant de la détention de l'agrément ESUS qui impose déjà une gestion financière et comptable très stricte. Philippe, un petit mot?
J'ai envie de dire qu'il faut garder en tête qu'il faut dissocier la comptabilité et tout le soin qu'on peut y apporter de la pertinence des travaux de recherche qu'on mène. Donc, c'est deux choses qui sont distinctes et que c'est pas parce que on est certifié ESUS, qu'on a un commissaire aux comptes et qu'on a 10 experts comptables que pour autant les travaux de R&D qui ont été menés soient vraiment éligibles au texte de nature à faire progresser ou la science ou le marché. Donc, je suis d'accord sur le fait que les notions soient très, très, très proches. Si on travaille bien sur la finance, pourquoi ne travaillerait-on pas bien sur la R&D? Je suis d'accord. Mais ça veut dire que ça sera pris comme un élément a priori positif, comme un élément, un indicateur positif, mais ça n'empêche pas qu'il faudra sans doute faire une expertise scientifique poussée, le cas échéant. Merci Philippe. Je crois que nous avons une question d'un internaute. Peut-être Florent, une réaction à la question précédente, c'est-à-dire justement à cette question de la détention de l'agrément ESUS qui impose déjà une gestion financière et comptable très stricte. Votre impression là-dessus? Je vais rejoindre celle de Philippe. C'est effectivement, ça n'empêche pas d'avoir à valider les critères scientifiques et de produire le dossier qui le justifie. Par contre, c'est un indicateur, parmi le faisceau d'indicateurs qu'on peut montrer sur la gestion sérieuse d'une entreprise, parce qu'un contrôleur, il va aussi regarder ces aspects-là et qu'une fois qu'on a validé qu'on faisait de la recherche, il faut valider les dépenses éligibles et les tracer aussi. Donc, c'est un indicateur intéressant pour montrer que c'est maîtrisé, tracé. Mais au-delà de ça, c'est intéressant de le mettre en avant dans l'introduction d'un dossier, comme d'autres éléments. Et les critères scientifiques sont différents, et donc il faudra quand même s'assurer qu'on les respecte et le mettre en avant dans le dossier. Bien, écoutez, je vous remercie tous pour votre participation à ce web séminaire. Je vais demander simplement à nos deux institutionnels de conclure d'un petit mot. Salvatore, si vous souhaitez conclure, et ensuite Philippe. Salvatore. Oui, merci beaucoup. Écoutez, c'était un séminaire très instructif et très intéressant pour moi, notamment effectivement sur la partie dont vous avez compris que c'est pas forcément sur ces thèmes-là sur les crédits d'impôt que nous souhaitions à ce stade porter notre effort, mais je comprends que c'est un véritable enjeu pour le secteur. En fait, pour être honnête, c'est déjà quelque chose qu'on a effectivement un peu entendu au travers des consultations qu'on a pu mener très récemment. Et voilà, pour vous dire que je prends tout ça avec moi aujourd'hui et qu'on va réfléchir effectivement à voir si des adaptations sont nécessaires, parce que effectivement on peut penser, et je suis pas loin de penser que les acteurs de l'ESS sont si particuliers qu'ils ne rentrent pas toujours dans les cases dans lesquelles rentrent les autres entreprises, et que donc des marges d'adaptation sont éventuellement nécessaires pour faciliter, je dirais, la vie de nos acteurs de l'ESS. Voilà pour moi, et merci à tous. Oui, merci. Si en tout cas le web séminaire aura servi à passer ces messages, c'est déjà important. Philippe, pour conclure. 4 points très, très rapides. D'abord, c'est continuer à installer cet esprit de dialogue et de confiance qui prévaut maintenant depuis quelques années, heureusement, mais qui n'est pas encore arrivé à une vitesse de croisière. Il faut encore y travailler. J'y travaille, les entreprises y travaillent, l'administration y travaille, mais ce n'est pas encore tout à fait satisfaisant. Ça s'inscrit dans le cadre de ESSOC, pour un État au service d'une société de confiance. Donc, c'est un point qui est important. Et ne pas hésiter à dire à l'administration quand on estime qu'on n'est pas content, mais aussi, et ça, je voudrais passer un gros message là-dessus, c'est de dire que c'est bien quand c'est bien également. C'est-à-dire qu'on a vu, et tout à l'heure, je crois Fabien l'a dit, ou peut-être Nelly, je ne sais plus, non pas Nelly, le versement d'un CIR qui a été fait dans les 2 mois qui suivaient. C'était un miracle. Ou un miracle, je ne sais pas, mais c'était la conséquence de décision qui avait été prise. Et j'aurais aimé que les entreprises soient beaucoup plus expressives dans le remerciement vis-à-vis de ces mesures. Ça a été fait de ci, de là, mais j'entends plutôt des commentaires négatifs, parfois tout à fait justifiés, et pas assez de commentaires positifs quand c'est aussi justifié. Un dernier point, je pense qu'il faudrait qu'on progresse sur les mesures justement des cas qui se passent bien versus les cas qui se passent pas bien, et qu'on arrive à les sectoriser
peut-être même les territorialiser pour mieux comprendre et mieux sentir l'action d'amélioration qu'il faudra porter pour que ça se résorbe. Et puis, une dernière question, moi, qui me hante depuis un moment maintenant, et je suis sûr que Nelly et les autres entrepreneurs ici la partageront avec moi, c'est le coût total de possession du CIR qui ne cesse d'augmenter. Voilà, si je dois déployer des efforts incommensurables pour espérer avoir un jour un crédit impôt recherche en priant de bon Dieu pour que je ne sois pas contrôlé et qu'il soit versé assez rapidement, si je dois mettre l'équivalent de 30% ou de 35% de la somme que j'espère recevoir en contrepartie de documentation, de prestations, de temps, de délai de versement de l'argent que je n'aurai pas, et j'irai prendre peut-être un service chez une entreprise comme Neftis qui va me faire un affacturage, entre guillemets, de ce crédit impôt recherche, combien tout ça coûte? Et avec ce côté qui est encore plus complexe, c'est que tous les ans, les exigences progressent et se retrouvent bien souvent appliquées de façon rétroactive. Donc voilà, ça c'est un point sur lequel je penserais qu'il faut vraiment qu'on puisse avoir des tangibles et qu'on puisse progresser sur ce sujet. Merci Philippe, et je pense qu'il était important, comme vous l'avez souligné, que les entreprises parfois disent merci, que le dispositif CIR, c'est un dispositif qui fait aujourd'hui ce qu'est notamment l'attractivité de la France et sa compétitivité, et qu'il faut peut-être garder ça présent à l'esprit. Donc, je voudrais remercier tous les participants, d'abord Salvatore et Philippe, merci à tous les deux d'avoir pu vous libérer pour participer à ce web séminaire, merci à Estelle de France Digital, merci à Florent de Layton, et merci, s'ils sont toujours là, à Nelly d'Equity, à Alain de Webforce 3, à François de Phoenix et à Fabien de Tribe qui nous a déjà quittés, mais qui nous a déjà dit au revoir. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous aurez saisi les opportunités qui peuvent se présenter à vous en matière de crédit impôt recherche et mieux cerner les conditions d'éligibilité à ce type d'aide gouvernementale. Merci à tous, bonne fin et à une prochaine fois.